Donc je m'appelle Valérie, j'ai 24 ans et j'ai mal au dos. J'ai choisi de faire assistante de vie parce que j'adore les gens. Le fait d'avoir fait les Restos du Cœur, j'ai senti en moi quelque chose qu'il fallait aider les personnes. Donc en étant assistante de vie à domicile, j'ai pu réaliser ce que je voulais faire. J'ai fait une formation de 8 mois à l'AFPA. Et j'ai été reçue à mon examen et donc à cause de mon mal de dos, je vais être obligée de prendre une autre orientation. Le quotidien, il va falloir que je fasse énormément attention à mon dos. Donc d'appliquer les gestes et postures que j'ai appris en formation dans ma vie quotidienne, parce que de toute façon, il va falloir que j'économise mon dos. Donc, en ce moment, vu que j'ai toujours mal au dos, repasser c'est extrêmement dur parce qu'on reste longtemps debout. Donc ça agit sur le dos. Passer l'aspirateur, mais des choses toutes simples en fait. Passer l'aspirateur, si je force un peu trop, mon dos c'est pareil, va en souffrir. La vaisselle, on s'est acheté un lave-vaisselle avec mon ami, donc du coup je la fais plus. Parce que de faire la vaisselle, c'était pareil, les gestes sont là, donc quand ils sont faits à répétition, le dos ramasse. Donc des choses toutes bêtes. Oui, de conduire, c'est vrai aussi, oui. Surtout quand on n'a pas la direction assistée. C'est rien que pour pouvoir porter un enfant, un bébé, même 5 kilos, je veux dire, c'est pas forcément parce qu'au bout d'un moment ça va peser, ça va jouer sur le dos et rien que ça, rien que la joie de vouloir porter un enfant dans ses bras, même ça va être dur. Bonjour à vous et merci d'être présent sur notre deuxième émission dont vous avez sans doute deviné le thème, gestes et postures. Attention, il ne s'agit pas ici de manutention de personne, mais bien des gestes et des postures que l'assistante de vie doit adopter pour protéger son dos. Et après le témoignage de Valérie, si vous voulez bien, un peu de gaieté, nous allons retrouver nos deux comédiens dans le tango des gestes et postures. À votre avis, pourquoi on ne fait pas les bons gestes? Peut-être parce qu'on ne les connaît pas forcément, on ne les a peut-être pas appris aussi. On ne prend pas le temps de les faire correctement. Oui, on pense sur le moment, on pense que c'est pas utile, mais c'est à long terme que ça peut avoir des conséquences assez graves. Parfois, c'est dû à la négligence. Je vois que nous avons tous des prétextes pour ne pas faire les bons gestes. Cependant, n'oubliez pas que le métier d'assistante de vie est un métier physiquement difficile. À ce sujet, je vous propose de retrouver notre expert, Fabienne Petot, formatrice à Dijon. Fabienne, bonjour. Comment fonctionne notre colonne vertébrale? Bien, comme on peut voir sur cette planche, donc la colonne vertébrale est formée d'un assemblage d'os de 32 à 34 vertèbres. Et cette colonne vertébrale se présente en 5 régions. Une région cervicale avec 7 vertèbres. Ensuite, on a la région dorsale avec 12 vertèbres dorsales sur lesquelles se rattachent 12 paires de côtes. Ensuite, il y a la région lombaire avec 5 vertèbres lombaires. Puis les vertèbres sacrées qui sont aussi au nombre de 5 et qui sont soudées entre elles et reliées au bassin.
Et puis on a donc 3 à 5 vertèbres coccygiennes qui sont plus ou moins atrophiées. Et donc on voit sur la planche qu'une vue de face et une vue de profil. Alors vue de face, la colonne vertébrale est rectiligne, quand on n'a pas de pathologie particulière. Et vue de profil, elle présente des courbures qu'on appelle des courbures naturelles qui permettent de faire un certain nombre de mouvements. La colonne vertébrale a la possibilité d'effectuer certains mouvements qui sont très utiles dans la vie quotidienne. Par exemple, des mouvements de flexion vers l'avant, des mouvements d'extension ou des mouvements de rotation, ou encore des mouvements d'inclinaison latérale à gauche ou à droite. Cette capacité de mouvement permet de maintenir en bonne santé la colonne vertébrale par des exercices physiques appropriés. Mais il faut faire attention parce que ces mêmes mouvements, lorsqu'ils sont réalisés de façon excessive, avec un port de charge ou lorsqu'on fait des mouvements répétitifs, ça peut être très détériorant pour cette colonne vertébrale. Et à quoi servent les disques intervertébraux? Entre chaque vertèbre, on trouve un disque intervertébral qui est formé d'un anneau fibreux et d'un noyau gélatineux. Et ce disque intervertébral sert un petit peu d'amortisseur. Quand des pressions s'exercent sur la colonne vertébrale, eh bien les pressions sont transmises d'une vertèbre à l'autre par l'intermédiaire des disques intervertébraux. Donc, comme on peut le voir sur cette planche, il y a donc deux positions qui sont indiquées. On voit la première, donc une personne qui porte une charge de 25 kg dans une mauvaise position, c'est-à-dire donc dos rond, jambes tendues et surtout la charge très éloignée de son corps. Et donc les centres de gravité ne sont pas suffisamment rapprochés. Et donc on constate une pression discale de 375 kg au niveau donc, des disques intervertébraux. Dans une bonne position, la personne est dos droit, c'est-à-dire qu'elle respecte les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Elle a une flexion des jambes, elle utilisera la force de ses jambes pour soulever la charge. Et on voit que les centres de gravité de la charge et de la personne sont superposés. Et dans ce cas-là, la pression discale sera 5 fois inférieure et donc elle s'élève à 75 kg. Comment faire pour bien porter une charge? Si on observe donc la personne qui porte une charge dans de bonnes conditions, avec une bonne position, on peut en déduire certains principes de sécurité physique et d'économie d'effort. La première, c'est s'orienter, c'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre dans la direction dans laquelle on va transporter la charge. Il faut aussi se rapprocher donc le plus près possible de l'objet à manutentionner. Il faut aussi avoir un bon équilibre et pour cela, il faut avoir les pieds légèrement décalés et écartés de façon à encadrer la charge. Il faut aussi fixer la colonne vertébrale, c'est-à-dire conserver les courbures naturelles de cette colonne vertébrale, éviter toute torsion au moment de l'effort et maintenir la tête droite. Ensuite, il faut utiliser la force des jambes, c'est-à-dire que plier les jambes pour pouvoir utiliser les muscles des cuisses pour pouvoir soulever cette charge. Se fait-on mal au dos uniquement en portant une charge? Dans les gestes de la vie quotidienne, par exemple l'assistant de vie qui va passer l'aspirateur ou lorsqu'on monte dans une voiture, on peut faire des torsions ou des rotations. Ce sont des mouvements parasites qui font qu'à moyen terme ou à long terme, il y a des problèmes discaux importants. On dit qu'il faut se muscler le dos. Pourquoi? Comme on peut le voir là sur la planche, à l'exemple du bateau dont le mât résiste grâce au banc, la colonne vertébrale, pour qu'elle reste dans une bonne position, il faut maintenir ses muscles en bon état. Alors c'est vrai que pour entretenir les muscles, il faut les faire travailler. Mais surtout, il ne faut pas confondre activité professionnelle ou activité de ménage ou de bricolage, où on peut accumuler des mauvais gestes, et une activité physique régulière, mais pas trop contraignante, qui permet de maintenir les muscles en bon état. Dans le métier d'ADV, il faut souvent aller vite. Les bons gestes font-ils perdre du temps? Très rapidement, ce n'est plus un problème. Une fois qu'on a acquis les gestes et les principes de sécurité physique, eh bien, on a la même rapidité de mouvement et on ne perd plus de temps. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que
il est important de pratiquer une activité physique régulière, parce que quand on est musculairement, on a une musculature qui est quand même bien renforcée, ça permet d'utiliser à bon escient sa musculature pour des gestes professionnels. Merci beaucoup Fabienne. Et n'oubliez pas qu'il y a des tâches qu'on peut effectuer assis, comme par exemple repasser. Et si vous voulez bien maintenant, passons à la pratique. Eh bien, je vous laisse en compagnie de Jean-Marie. Eh bien, bonjour, je suis content de vous voir. Donc, vous êtes ici donc, pour faire quelques exercices pratiques. Vous en avez prévu quelques-uns. Nous allons commencer par refaire un lit, si vous voulez bien vous approcher. Alors, Martine va vous montrer comment refaire un lit. C'est surtout la position de son dos. Si elle s'est mise dans cette position, un genou à terre, le lit est bas, elle n'a pas besoin de se pencher. Et sa colonne vertébrale ne en souffrira pas. Alors, nous venons de quitter notre chambre. Maintenant, nous nous trouvons avec un lit médicalisé, hauteur réglable, et Brigitte va vous montrer comment faire un lit à hauteur réglable. Alors, malgré la hauteur du lit, vous allez voir que quelques précautions sont à prendre, notamment pour border le lit. Allez-y, Brigitte, bordez le lit. Là, vous voyez, Brigitte, qui est grande, est obligée de fléchir sur ses jambes de façon à garder et à fixer sa colonne vertébrale correctement. Alors, remplir un lave-linge, c'est simple, mais toujours adopter la bonne posture, c'est-à-dire un genou à terre, la colonne vertébrale fixée. Alors, on passe à la partie relationnelle. Comment protéger une personne âgée qui a ses habitudes, son caractère et qui ne voit pas forcément le danger? Voyons dans quelle situation se sont mis nos deux amis comédiens. Voilà, c'est bien tombé cette nuit, hein. Ah, ça peut faire que du bien à la terre, hein. Ah, n'en parlez pas, monsieur Bonin. Et comment vous avez dormi, vous, avec cet orage? Ça pétait un bonbon, hein. Mais de toute façon, hein, orage ou pas, de toute façon, je dors très mal. Oh, moi c'est mon pion. Il a eu peur, ça m'a réveillé souvent. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais, moi, avec ce panier-là? C'est la marinette qu'il a encore oublié ce matin. Tête de linotte, celle-là, tiens. Vous pouvez pas me... Tiens, grimper dans ça là-haut. Ça, comme ça gênera pas. Là. Voilà. Tiens. Ah, parfait, parfait. Et à propos, votre fille? Oui. Alors, on est content de sa nouvelle voiture? Alors, on est bien dedans, hein. On est allé faire les courses avec l'autre jour, hein. Ah. Elle a choisi un joli bleu, hein. Ça, c'est belle couleur. Alors nous, ce qui nous a choqué, c'est que l'assistante de vie n'a pas pris en compte les gestes et postures. D'abord, pour mettre le panier au-dessus du placard de la cuisine, elle aurait pu très bien demander à le mettre ailleurs. Et elle a pris de mauvaises positions pour déplacer pas mal d'objets. Nous avons remarqué que dans cette scène, il n'y avait pas de gestes et postures. Elle a fait au plus rapide, sans précaution. On pourrait croire qu'elle n'a aucune notion technique sur les gestes et postures. Je voudrais dire aussi qu'avant, moi, les gestes et postures, c'est vrai que je ne les connais pas du tout. Et que vu l'exemple qu'elle a montré à la télé, là, c'est exactement moi. Donc voilà, c'est tout. Dans cette première séquence, l'assistante de vie se doit d'être attentive à elle et à son corps, comme à celui de la personne aidée. Agir avec dynamisme ne doit pas masquer les risques et les accidents potentiels auxquels elle s'expose si elle se laisse emporter par son dynamisme. Cette inconscience totale de mal faire montre en fait une attitude de toute puissance. L'assistante de vie est persuadée qu'il ne lui arrivera rien de grave. Notre corps est un outil précieux qui demande à être utilisé non comme une machine, mais avec les précautions qui s'imposent. Je vous l'ai déjà dit, vous allez vous faire mal comme ça, hein? C'est pas bien grave si j'ai mal. Et puis j'ai l'habitude comme ça. Hein.
Et votre dos? Est-ce que vous y pensez à votre dos? Le dos. Tout le monde a mal au dos de nos jours. C'est le mal du siècle. Moi qui travaillais dans le bâtiment, bah, je faisais comme ça, tiens, comme vous là. Tiens, regardez, regardez. Vous voulez finir comme ça? Mais je le sais comment il faut faire. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et puis, vous me voyez comme ça? D'ailleurs, j'y arrive pas. Et vous qui êtes jeune, pour votre métier, si vous voulez durer dans votre métier, c'est pas en faisant comme ça, n'importe comment. Il faut y penser maintenant, ça. C'est pas moi qui est important, c'est le travail qui compte, C'est le résultat. Et puis que vous soyez bien, c'est ça qui est important. Moi. L'assistante de vie est un peu trop fataliste. Elle ne se protège pas assez. Et elle ignore complètement les conseils de la personne âgée qui essaye de lui faire comprendre que c'est pour son bien-être. Elle dévalorise la profession en affirmant que ce n'est pas important de prendre soin d'elle. Dans cette séquence, on voit que l'assistante de vie minimise les risques pris et qu'elle ne suit pas les conseils donnés par la personne âgée qui a déjà vécu pourtant des situations semblables, traumatisantes pour son dos. Elle pense plus à la santé de la personne qu'à la sienne. Dans cette deuxième séquence, ce qui saute aux yeux, c'est cette notion de dévouement total. En fait, il n'apporte rien et va même à l'encontre du but recherché par ignorance. Ce dévouement mène l'assistante de vie à une négation de soi et inquiète la personne aidée. Il n'y a pas de bon geste, la personne aidée va être tentée et va le faire de montrer à l'assistante de vie et de lui dire surtout comment elle doit s'y prendre. En fait, l'assistante de vie ne tient pas compte de ses paroles parce que pour elle, elles n'ont pas de valeur. Elle va au-delà et prend des risques pour sa propre santé. Ça va, monsieur Mercier? Vous êtes bien assis? J'ai bien dormi, c'est tout. J'ai fait un rêve. Et vous y étiez dans mon rêve. Racontez-moi donc, monsieur Mercier. Je faisais quoi dans votre rêve? Et vous n'étiez pas toute seule. C'était comme un marché, vous voyez, un peu en Espagne. Il y avait des femmes, plein de femmes qui faisaient le ménage, qui épluchaient des légumes, et certaines chantaient, vous voyez. Il y avait plein de lumière, il y avait plein de couleurs, il y avait aussi plein de soleil aussi. Et moi, sur ce marché, je faisais quoi comme travail? Non, vous ne faisiez rien. Vous étiez un peu comme une chef. Comme une chef. Vous marchiez, vous vous promeniez, et à un moment donné, on s'est regardé, et hop, tout s'est arrêté, tout est devenu tout noir. Bon, les rêves, c'est toujours bizarre, les rêves, toujours bizarre. Eh bien, me voilà chef, c'est une belle promotion. Je vous remercie, monsieur Mercier. Nous avons constaté que les gestes et postures sont bien respectés. Le côté relationnel a bien été établi puisqu'elle communique tout en travaillant. Elle porte de l'intérêt à la personne âgée. Par sa chaleur humaine, la personne âgée est mise en confiance et finit par raconter son rêve. Elle était à l'écoute de la personne aidée. Je pense que nous devrions tous prendre l'exemple sur cette assistante de vie. Contrairement à la première et à la deuxième séquence, nous voyons une assistante de vie consciente qu'il existe des techniques pour réaliser ses activités quotidiennes. Elle maîtrise ces techniques, elle les a intégrées, elle fait le lit avec les bons gestes, tout en restant disponible à la communication avec la personne aidée. Peut-on dire que la liberté du geste amène la liberté de la communication? Je vous laisse seul juge. Nous voyons que l'échange s'effectue avec légèreté entre les deux personnes. L'assistante de vie fait son travail tout en relançant la conversation. Elle accepte la place que la personne aidée lui donne dans son rêve. Elle garde de toute façon son identité dans la réalité. Elle ne se détourne pas de sa tâche et a les pieds sur terre. En conclusion, ces trois séquences sont tournées autour de la notion de l'estime de soi sur trois niveaux différents. La toute-puissance, la négation de soi et le bon équilibre. La notion de l'estime de soi mérite d'être approfondie.
Dans la première séquence, la toute-puissance empêche la possibilité de s'améliorer, de prendre du recul par rapport à ce que l'on fait. Dans la deuxième séquence, la négation de soi entraîne la répétition des habitudes. Et dans la troisième séquence, la bonne estime de soi est à l'image du respect que l'on se doit. Par conséquent, une bonne estime de soi permet d'accepter de se connaître dans ses forces et ses faiblesses, de pouvoir mieux se faire confiance, d'éviter de se juger en se comparant aux autres, d'être clair et motivé dans les buts que l'on se fixe. Avec ses capacités d'adaptation, il devient plus aisé de se situer dans le monde qui nous entoure, aussi bien professionnellement que personnellement. Gestes et postures, ça ne s'invente pas. En conclusion, est-ce que vous seriez d'accord pour choisir un bon geste que vous feriez systématiquement? Oui. Et vous,